Oui, je recommanderais ce stage à des personnes, autant à des personnes qui sont non initiées qu'à des personnes qui veulent, comme moi, asseoir leur connaissance. Voilà, donc c'est des chartes en fait entre les propriétaires, les exploitants, les scieurs, que tout le monde s'entende bien pour avoir une gestion saine de la forêt en France, quoi. La plupart des bois qu'on trouve dans le commerce ont ce label, le PEFC. Les panneaux. Donc les panneaux, Adrien, je voudrais juste dire quelque chose sur le site internet Le Bois Français. Vous pouvez trouver un moteur de recherche où tous les professionnels adhérents à ce label sont par type de bois sont recommandés, sont classés en tout cas. Donc si vous souhaitez acheter local, c'est un bon début. Il n'y a pas tout le monde, il y en a plein qui utilisent le bois français qui ne sont pas dessus, mais c'est un label qui tend à se développer. oui. Et puis ça me fait rebondir aussi, je crois que c'était l'Air du Bois, l'Art du Bois. L'air du bois, oui. L'Air du Bois, c'est un site vidéo YouTube. Réseau social. Réseau social, voilà, l'Air du Bois, il référence des scieries aussi un peu partout en France. C'est une espèce de réseau social de construction autour du... Enfin, construction, plus menuiserie. Et donc il y a de l'échange de connaissances et puis l'échange de scieurs, par exemple. AIR. Ouais, 70%. Les panneaux. Hop. On va se servir de... C'est une des solutions, en fait, dans la construction bois, c'est les panneaux. Je vous expliquerai, leur rôle, c'est un rôle structurel, en fait. On s'en sert pour le contreventement. Donc pour ça, on a différents matériaux possibles, plus ou moins, plus ou moins remplis de colle. Je vais commencer par celui-là parce que c'est chronologiquement c'est ce qui se mettait dans les maisons en bois dans les années 60, 70, 80. L'aggloméré. Donc l'aggloméré, c'est des copeaux de bois qui sont collés ensemble avec des colles formaldéhyde. Ça n'a pas super bien vieilli, même ceux qui sont verts là, qui sont traités contre l'humidité. Avec le temps, souvent, on voit qu'ils commencent à s'effriter, en fait, à se déliter. Dans le bois, en fait, je vais vous parler de celui-là pour faire le lien, c'est que, donc, celui-là, c'est l'OSB. Personne n'en veut, hein. Schlack. En fait, dans les panneaux de bois, plus on prend des petits morceaux de bois, je vous en ai pas amené ici, mais peut-être vous connaissez le médium. Je ne sais pas s'il y en a là. Non, j'en vois pas. Le médium, c'est des panneaux qui sont marrons, en fait, où c'est de la poussière de bois agglomérée. Donc c'est celui qui contient le plus de colle. Plus on arrive vers des gros copeaux, comme c'est l'OSB, moins il y a de colle. Parce que la cellulose du bois aussi, quand on la chauffe, elle participe, elle fait colle, en fait. Donc ça, c'est de l'OSB, qu'on appelait Tripli aussi, parce que c'est comme réfrigérateur et frigo. Tripli, c'était la marque qui en a sorti beaucoup, qui est à l'origine de ça. OSB, ça veut dire Oriented Standard Board, c'est-à-dire les copeaux sont grosso modo orientés. Et voilà, donc il y a un peu de colle dans ces panneaux. Ils ont fait beaucoup d'efforts, les industriels, à ce niveau-là, pour mettre des colles qui dégagent moins de COV, les composés organiques volatiles. Juste en aparté, vous savez que l'air des maisons est plus pollué que l'air extérieur? Vous avez déjà entendu ça? Bon, il y a deux raisons à ça. La première, c'est les matériaux,
qui vont diffuser dans le temps leurs produits chimiques, genre colle. La deuxième, c'est malheureusement les produits ménagers. Quand on ouvre un placard ménager et qu'il y a 36 produits avec tous des têtes de mort, c'est tout ça qu'on balance dans l'atmosphère à chaque fois. J'ai vu déjà des maisons où l'intérieur était en OSB, et c'est vrai que à l'entrée, si on ne choisit pas des panneaux qui sont avec des faibles taux d'émanation, il y a une odeur, faut ventiler quoi. Ça attaque. Ça descend en temps ou pas? On dit que ça émane, que le gros de l'émanation, c'est les 5 premières années. À 5 ans. Ouais. Ah ouais. Ça fait relativiser, hein. Quand on pense que quand ils construisaient les châteaux forts, les anciens, ils mettaient 50 ans à faire sécher leur bois. Et nous, aujourd'hui, le bois, il est coupé et demain, Les Américains, ils sont forts pour ça, quand ils font des maisons un peu comme la Nouvelle-Angleterre que je vous montrais tout à l'heure. Donc eux, ils utilisent beaucoup d'ossature bois. Au Canada, ça se fait comme ça. Ils arrivent, ils abattent la forêt. Il y a le scieur de long qui arrive, qui va débiter tous les bois. Et ils vont utiliser le bois vert, en fait, pour construire la maison directement sur place. Ça, c'est possible avec l'ossature bois. Je vous expliquerai après pourquoi, parce qu'on agrafe les morceaux de bois. Ils peuvent varier et que ça n'ait pas de conséquences sur la maison. Mais voilà, ça montre deux vitesses, quoi. Oui ? Les fabricants français d'OSB, il y a toujours des concurrences entre les entreprises qui disent être bien vertueux au niveau des produits qu'ils mettent dedans. Moi, j'habite à 30 km de Chronofrance. Chronofrance, Ouais. ce groupe, enfin, Qui Chronopan. Chronopan. Ouais. Comment il se situe, ce groupe-là? Chronopan, ils ont sorti, je crois, au niveau émanation, donc c'est un classement avec des E, E0, E1, E2. Je ne sais pas s'ils l'ont transformé en A depuis, là. Mais Chronopan, ils faisaient des panneaux, je crois, E1, donc faible émanation. Le meilleur à l'époque, mais ça remonte un petit peu, c'était Eger. C'est une boîte qui nous vient du Nord. Ils sont en train de tous plus ou moins s'harmoniser quand même, parce que nécessité faisant loi, quoi. Donc on a vu le triplis, on a vu l'aggloméré, le contreplaqué. Donc le contreplaqué, pareil, je vous montre des petits échantillons. Celui-là, c'est en... Je sais pas en quel bois il est, celui-là. Ça, c'est de l'oukoumé. Donc en fait, le triplis, le CP, c'est contreplaqué. C'est des feuilles de bois, c'est-à-dire on prend le tronc d'arbre, qui est rond, on va ramener une lame contre, et puis on va dérouler en fait, comme éplucher en fait tout le tronc. Donc ce qui nous donne les épaisseurs du contreplaqué. Le contreplaqué, c'est des épaisseurs qui sont collées les fibres, elles sont perpendiculaires à chaque fois. C'est ça qui lui donne sa rigidité. Et ça va toujours être en nombre impair, c'est-à-dire qu'il y a une âme au centre, et puis il va y avoir une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, 5 couches de chaque côté. Le bois, si on ne faisait pas ce côté impair, en fait, il se déformerait dans le temps, en fait. Il y a un côté qui tirerait plus que l'autre, et puis ça ferait cintrer les panneaux, quoi. En construction, on va utiliser du CP peint, de résineux, comme celui que vous voyez sur la photo, parce que c'est le moins cher. Et après, on va trouver aussi dans la construction des panneaux en fibre de bois. Peut-être vous connaissez l'isolation en fibre de bois, pour certains? Non? Oui? C'est... J'ai pas entendu. Ça va? Donc la fibre de bois, donc c'est carrément, là, c'est des fils, en fait. Là, il y a très peu de colle, parce qu'on va se servir de la cellulose aussi, pour agglomérer. C'est des panneaux qui vont être... en fait, la fibre de bois, on peut la trouver de souple pour l'isolation, donc tout mou comme un matelas, si je monte dessus, ça s'écrase, à très dur, voire en support de revêtement d'enduit. C'est-à-dire qu'on va mettre un panneau comme ça sur l'extérieur de la boîte de la maison, et on va directement faire l'enduit dessus. L'avantage de la fibre de bois, c'est qu'elle est isolante aussi.
Ouais, ouais, il y a plusieurs. Il y a une trame, il faut mettre une trame à chaque joint. Il y a une première, il y a une accroche. Mais physique, enfin, je veux dire, une espèce de grillage, ou alors c'est des. J'ai utilisé C'est une accroche chimique. avec des cristaux ça devient incolore. Non, c'est. Alors moi, ce que je connais, il y a plusieurs façons de faire, mais on va mettre une trame donc au niveau de tous les joints de panneaux, parce que les panneaux entre eux, ils peuvent bouger. Si on fait pas ça, et ben, dans le temps, au bout de quelques années, on va voir les lignes qui ressortent. Ça va fissurer. Donc au moins il y a de la trame sur les joints, des fois ils mettent de la trame partout, c'est de la trame de verre. Et dessus il y a un primaire, donc c'est une espèce de produit blanc qui va servir, donc on a l'accroche chimique et l'accroche mécanique avec la fibre, et là on met la couche de finition. Au niveau des panneaux, il y a d'autres formes de panneaux, mais que je ne vais pas aborder là parce qu'ils sont plus, ils vont servir en menuiserie ou qui vont moins servir pour la construction. Là, on vous a mis quelques exemples de prix. Bon, ça remonte à 2 ans. Nous, une section qu'on va... Aujourd'hui, ça vous donne un peu les sections aussi commerciales. Aujourd'hui, en construction bois, au minimum, on va utiliser du 145, donc 14 cm et demi, c'est celui-là. Hop, c'est celui-là. Et après, il y a du 220, donc 220 est plus large. En fait, au niveau de la largeur des bois, on le verra après un peu plus en détail, mais la largeur des bois, c'est celle qui va conditionner l'épaisseur d'isolation dans la maison. Donc là, on dépasse le cadre juste structurel pour aller vers une isolation plus performante. Donc quelque part, au niveau structurel, on pourrait utiliser des plus petits bouts de bois, mais comme on veut de l'isolation, on va prendre cette taille-là. Il y a du lamellé-collé aussi. Vous connaissez le lamellé-collé? Le lamellé-collé, c'est un petit peu le même principe que le CP, on va dire, mais c'est du bois massif, en fait, c'est des lamelles de bois massif qui vont être collées les unes aux autres. Ça va augmenter la résistance du bois. On est toujours sur un mètre linéaire. Oui. Est-ce que soi-même on peut faire du lamellé-collé? Oui. Quand on est une raboteuse, par exemple. Oui. Et qu'est-ce qu'on utilise comme colle? C'est de la colle blanche? On peut utiliser de la colle blanche. Après, en lamellé-collé, on utilise aussi de la colle formaldéhyde. Donc c'est une uréformol, c'est une colle à 2 composants. On s'en sert en menuiserie des fois pour faire quand on veut faire des pièces cintrées, en fait. Voilà. On va se faire un gabarit, on va mettre plusieurs feuilles qu'on va assembler sur une tour ou un module. Et on va les coller avec la colle uréformol. On peut coller avec la colle blanche, il faut laisser sécher plus longtemps. Et si tu es obligé de prendre des petits bouts, est-ce que tu es obligé à chaque fois de faire Non, des emboîtures. des emboîtures? Où est-ce que j'en ai de ça? Je crois que j'en ai là. Hop. Là, je vais vous le faire tourner. Ça, c'est des emboîtures. Là, vous regarderez sur le champ, on voit les dents de scie, ça s'appelle. Voilà, les dents de scie. Hop. Donc ça, c'est 2 pièces de bois différentes qui ont été raboutées. Est-ce que j'en ai un autre? Il y a celui-là, on ne le voit pas très clairement, mais ici, là, tu les vois. Ah bah oui, voilà. Mais là, on voit pas les dents de scie. Il y a des dents de scie aussi? Ouais, voilà. Non, c'est du autobloquant, là, en fait. C'est un autre profilé. Ouais. Donc non, pour du lamellé-collé, non, c'est pas obligatoire du tout. Non, il faut abouter les bois les uns ensemble, les uns avec les autres. Et puis après, c'est chaque couche qui est encollée. Mais est-ce que ça se fait? Parce que sur les chantiers bois, moi je vois, j'ai beaucoup de chutes. Ouais, On ne sait pas trop quoi en faire. oui. Et donc après, je me disais, un jour, il va falloir récupérer tout ça. C'est carrément. Quand on manque, il nous manque une pièce en bois. Ouais, ouais. Un dos, des choses comme ça. Les rabouter les uns les autres et d'en faire un linteau. Ouais, carrément, c'est possible. On peut se faire des... Vous connaissez les poutres en I aussi, peut-être? Ouais. Les poutres en I, c'est des... Hop. C'est 2 pièces de bois, comme ça, avec un panneau au milieu.
la résistance du bois, en fait, c'est au niveau des solives, par exemple, les pièces de bois qu'on va mettre horizontalement pour supporter un sol, c'est leur retombée, donc c'est leur largeur qui est principalement conditionner la rigidité de la structure. C'est-à-dire, si je prends un bois qui est 2 fois plus large que celui-là, je vais être 2 fois plus costaud. Si je prends un bois qui est 2 fois plus haut, oui, merci, il va être 4 fois plus costaud. Donc le principe de la poutre en I, ça reprend tout à fait cette idée-là. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 pièces de bois qui vont servir de support pour le plafond, la toiture et tout ça. Et l'âme, au milieu, elle est en triplite 12, quoi. Elle est en comme ça. Voilà. Ils font même, j'ai vu là récemment aussi, ils font le même principe avec de la tôle ondulée. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu peux le casser, ça? Ouais. Comme ça, là, pour passer une gaine? Ouais. Oui. Il y a des maximums, hein. Faut pas faire des trop gros trous. Et en portée, tu vas jusqu'à combien? En portée, alors, précisément, 12 mètres, c'est facile, quoi. Ah oui. Ouais. Bah après, ça dépend de la hauteur de la poutre, quoi. Ça, c'est des calculs. Et ça, c'est facile de se le faire soi-même. On peut même s'en faire en ossature bois facile, enfin simple, c'est-à-dire qu'on va faire un principe comme ça. En fait, ce qui donne la rigidité, c'est la hauteur du panneau. Ça, c'est elle qui porte. Après, ça sert juste à augmenter le support quelque part pour si je dois mettre un parquet, si je dois mettre un plafond. Donc on pourrait se faire un profil de poutre en I, comme ça, où là je vais coller et clouer ou visser mon bout de bois dessus. On peut faire ça, on peut faire un de chaque côté. Enfin, voilà, on peut vraiment se créer des pièces en bois qui soient costauds, qui portent maison. Il ne faut pas qu'elle soit posée dessus. Non. Non, parce que là, c'est l'âme du panneau en fait qui est portante. Le bois, c'est... La poutre en I industrielle, elle est bien posée dessus. La poutre en I industrielle, il y a une rainure dans ce bout de bois-là, et ça vient s'emboîter. Voilà, c'est ça. Ce qui nous fait les 2 rebords, en fait. C'est pour augmenter la surface pour les supports, quoi, en fait. Si on fait des vitres de chaque côté, ça marche. Voilà. On peut se faire... bon, je vous montrerai après, il faut que je vous explique d'abord la construction de bois, mais on peut se faire des... Bah, c'est la photo... Hop, je vais y retourner. Les modules préfabriqués, là. On va y arriver. Voilà. Ça, on pourrait se faire des... En fait, comme je vous disais, là, l'épaisseur du bois, elle conditionne l'épaisseur du mur. Nous, on arrive aujourd'hui sur des maisons où on va avoir de plus en plus d'épaisseur de mur parce qu'on veut une bonne isolation. Quand je vous dis ça, c'est un peu un non-sens parce que les anciens faisaient des maisons de 70 cm avec la terre. Mais donc on va avoir des sections de bois de plus en plus importantes. Au bout d'un moment, c'est plus intéressant de prendre du massif. Ça va être lourd, en fait. Et puis le bois, il est moins isolant que le matériau isolant. Donc on peut se créer comme ça des structures en fait, d'ossature bois. On va prendre du panneau de triplis. On va lui mettre 40 cm parce qu'on veut faire des murs de 40 cm. Et on va se rajouter des pièces de chaque côté pour augmenter la taille du support et pour pouvoir se fixer dessus. Ça va? C'est pas trop compliqué? Donc on peut fabriquer nos modules préfabriqués. Oui, complètement. Du coup, ils sont plus préfabriqués. Bah si tu les fabriques avant, c'est préfabriqué. Je les fabrique. Ah oui, c'est compliqué là. Hop. Et comment tu fais tes calculs de poids? Deux. Comment tu fais tes calculs de poids pour Les sections pour calculer les sections? Ouais. Ça dépend d'où va être placé le bois, en fait. C'est-à-dire, on pourra le voir après, ça, pour un sol, en fait, on va calculer la section de bois par rapport au poids qu'il va y avoir dessus. Donc, pour faire ça, on va calculer le poids des matériaux, donc le poids du bois,
le poids du plancher que je vais mettre dessus, le poids de l'isolation que je vais mettre à l'intérieur. On prend tous les poids, on ramène ça au mètre carré. Et comme ça, on va arriver par calcul à savoir combien de poids va supporter une solive. Donc là, je t'ai parlé du poids des matériaux. Après, il y a le poids d'exploitation. Donc c'est moi en tant qu'humain. Là, ici, je rajoute mes 70 kg là, à cet endroit-là, sur ce mètre carré. Le poids d'exploitation, c'est aussi les meubles qu'on va mettre. Donc en général, on compte pour une maison particulière, on compte 150 kg au mètre carré de poids d'exploitation. Si c'est un bois qui est en toiture, à ça on va rajouter les efforts de poussée du vent ou de neige en fait. Donc on va additionner les poids et de là on va définir notre section de bois en fait. Pour les murs ossature bois, finalement on se pose moins la question parce que comme je vous disais tout à l'heure, les sections commerciales là, qu'on utilise, donc aujourd'hui on utilise du 45 mm parce que, hop, attendez, qu'est-ce que je vais prendre? On utilise une épaisseur de 45 mm. Elle est conditionnée par quoi? Elle n'est pas conditionnée par la structure du toit à porter, elle est conditionnée par le fait qu'on va mettre des panneaux de chaque côté, dessus, qui doivent prendre de 2 cm sur le bois. Et on va laisser un vide entre les deux, parce que comme le bois, c'est un matériau qui travaille, qui peut grandir, rétrécir, on va laisser un jeu de fonctionnement de 4 mm au milieu. Donc là, j'arrive à 44, quoi. Tu vois? Ensuite, la largeur est conditionnée par l'isolation, et puis là, au niveau structurel, on dépasse déjà les besoins qu'on pourrait avoir. Donc on se pose moins la question pour les murs. Voilà. Hop. Il y a un abac, pourquoi je peux faire attention à de dimensionnement ou pas? Si, je peux t'en montrer un, oui. J'en ai un petit là qui est assez accessible. Hop. Je le laisse sous. Non, c'est pas ouvert là. Hop. Alors. Touc. Là. Alors. Là, voilà. Porter des poutres et des solives. Donc ça, c'est un petit tabac qui... On n'a pas tous les calculs, mais ça permet déjà de comprendre le principe. Donc, on travaille sur... Bon, il y a déjà la classification des bois, classe C24 par exemple ici, l'humidité. Comment est-ce que va travailler le morceau de bois? Bon, classiquement, on vient se fixer d'un côté du mur à l'autre. Charge uniformément répartie. La flèche, en fonction de où le morceau de bois va être situé dans la maison, on va accepter une tolérance un petit mouvement, en fait, plus ou moins important. Pour une solive, on va accepter que sur une portée de 4 mètres, ça puisse bouger d'un centimètre. L'appui, c'est combien de centimètres? 5 minimum. Donc là, par exemple, voilà, on a différents modules. Donc là, on a le poids. Donc la moquette, c'est 3 km², le panneau de particules, etc. On va se faire la liste de tout le poids de nos matériaux. On va rajouter la charge d'habitation. Donc comme je vous disais, ça c'est le fait de nous qui utilisons les bâtiments. Les charges de longue durée, par exemple, un grenier, on va aller à 250 kg. On va considérer que la surcharge d'exploitation, c'est 250 km². Parce que c'est un endroit où on va stocker des cartons, des machins, et qu'on va mettre du poids en fait pour longtemps. Et ça va nous donner le calcul de le poids qui va être posé sur le sol de manière théorique. Donc de là, après, on voit que les... Hop. Attends, je descends. Voilà. Ça, on pourra l'avoir ou pas? Ouais, bien sûr.
Voilà, donc là on voit que les retombées changent. Ici ça nous donne les retombées, là les épaisseurs. Voilà, un bois de 220 de retombées par 70 sur donc, les conditions qu'on a vues au-dessus, là, des conditions classiques, on peut lui faire porter on peut faire jusqu'à 4,60 m. Voilà, c'est ça qui donne ce tabac. C'est un truc simplifié. Aujourd'hui, les bureaux d'études, ils travaillent avec l'Eurocode 6. Bon, c'est des grosses règles de calcul avec des logiciels. Il y a des solutions qui sont simplifiées pour avoir accès à calculer une structure. Par exemple, sur un toit à 45 degrés, pour les chevrons, empiriquement, on met 5 cm au mètre. C'est-à-dire que si j'ai 2 mètres entre mes bois qui vont porter les chevrons, ben, il me faut au moins du 10. Voilà. Et si tu avais des poutres en ligne, tu aurais les mêmes. Non, pas du tout. Moins en plus. Moins. Ouais. Bah, les poutres en I, on va pas avoir des poutres en I qui font 145, 14,5. Elles vont être... En fait, les poutres en I, ça va venir aux endroits où le bois massif n'est pas suffisant, en fait. Les poutres en I ou la mêlée collée. Ou parce qu'il y a un choix. L'avantage de la poutre en I aussi, c'est que c'est facile d'isoler. C'est plus léger, mais bon, ça, on a déjà pas trop le problème du poids dans les constructions en bois. Mais hop, si ici, je mets la suivante. Soit je peux venir mettre un plafond ici, qui vient se fixer directement dedans, soit je peux mettre des panneaux entre les deux, qui viennent être posés, ce qui peut être intéressant au niveau esthétique, parce que ça peut nous donner un semblant comme si on avait les chevrons. Et quand on va mettre de la botte de paille, par exemple, la poutre en I, c'est adapté. Ça fait, une botte, ça fait 36 cm, par exemple. Donc, avoir des morceaux de bois de 36 cm en massif, ça pèse lourd et ça travaille. Donc là, la poutre en I, elle a tout son avantage. Par exemple. Une poutre en ligne, ça revient moins cher que du massif. Non, à l'achat, non, parce qu'il y a du travail dessus, quoi. Ah, si tu l'as fait toi-même, Ah, si tu l'as fait toi-même, t'as moins de bois, t'as de la bois. il y a moins de bois, mais le panneau, je sais pas s'il faudrait faire le calcul. Faut trouver du panneau de 6 mètres après, quoi. Si tu veux des poutres. Non, tu peux les abouter, en fait, Ah les ouais. mains. Par exemple, tu prends de la dalle OSB, celui-là, c'est pas le cas, mais qu'on trouve classiquement chez les marchands de matériaux, la dalle OSB, c'est ce qui sert à faire les planchers et sols, rainurer languettes. Et donc là, tu peux faire ta poutre en I, tu mets de la colle, là, ici, hop, tu les glisses, l'un dans l'autre. Ça n'a pas de faiblesse, ça. Ça fait un point qui est plus faible que si c'était un bois continu, mais structurellement, ça tient. Quand ils nous les vendent, c'est continu, non? Non. Non. Bah non, sur 10 mètres, c'est pas possible. Non. Dans une aile d'avion, il y a le longeon du dessus, le longeon du dessous, et la poutre centrale, elle est bois debout, parce qu'elle doit résister à la compression. Donc en fait, le panneau, il peut être coupé, c'est pas grave, c'est que la fibre verticale qui entre les deux se met. Mm. Donc, Par contre, il faut pas de joint sur les bois massifs. Faut pas de joint sur le bois massif, c'est-à-dire que là, sur une poutre en I classique ou faite maison, ça je vais pas faire. Hop là. À part si tu la bootes, si tu fais le système qui est, tu vois, que le bois fasse plus qu'un seul truc, sinon ça fait des points de cassure, quoi. Même si on croise de l'autre côté les joints, quoi. Alors si tu croises de l'autre côté, là tu peux, oui, tu peux faire comme ça, c'est-à-dire, hop, alors attends. Bah, si tu mets un plat dessus, t'as pas ce problème. Si tu le rainures. Si je rainure celui-là Si tu le fais comme le. Voilà. et que je le rainure ici, Oui. non. Dedans. Non, parce que ça te fait toujours un point de brisure en fait. Moi ce que je ferais, c'est ce que tu viens de dire là, c'est que j'en mettrais un deuxième, en fait je ferais un espèce de sandwich. Et on n'est pas à l'échelle, hein, parce que voilà, celui-là je le ferais bien dépasser de chaque côté du joint, au moins 60 cm de chaque côté. Et puis là je crée une poutre composite en fait, qui devient indéformable. Tu me disais l'épaisseur, du coup, Pour les poutres. importance, du coup, Pour les poutres en I, le classique c'est du 12 mm. Mais après tu peux trouver jusqu'à des panneaux contreplaqués qui font 30-38.
Non, là c'est du 12. Ouais. Voilà. Bon, on a fait un bon petit premier tour de dégrossissage ce matin. Ça va être le temps de la pause là. On va se prendre 1 h30. Donc ici, vous avez vu, il y a la cuisine. Acquérir un nouveau savoir, c'est un petit peu comme disposer d'un pouvoir nouveau, celui de construire des bâtiments, des édifices qui resteront longtemps après vous. C'est vous donner les moyens de concrétiser vos rêves de maison. Nous mettons l'accent sur la convivialité pour que vous puissiez passer un bon moment avec des gens qui, comme vous, sont passionnés par la construction écologique. Alors si vous avez un projet ou simplement envie de passer un bon moment, je vous conseille de cliquer sur « Je réserve » et je vous rappellerai pour pouvoir discuter ensemble de votre projet ou de vos attentes vis-à-vis de ce stage. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Dans les premiers temps de l'histoire de l'humanité, un individu moyen savait chasser, cueillir, cultiver, élever des animaux et construire sa maison. Il ne savait pourtant ni compter ni écrire. Les historiens s'accordent sur le fait que la somme des connaissances nécessaires à la survie était à cette époque bien plus importante que celle nécessaire aujourd'hui à l'homme moderne. Au fil des siècles, les humains ont évolué vers la spécialisation des savoir-faire, pour finalement ne réaliser qu'un nombre limité de tâches de façon plus répétitive. Construire sa maison avec sa famille était tout à fait commun au début du XXe siècle. Si on regarde notre histoire depuis la révolution agricole il y a 10 000 ans, nous avons été principalement des autoconstructeurs. Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait reconstruire rapidement 5 millions de logements qui avaient été détruits par les bombardements. Le gouvernement français est resté impuissant face à l'ampleur de ce chantier. Les citoyens se sont donc organisés pour créer le mouvement des castors et construire eux-mêmes les logements dont ils avaient besoin. Des dizaines de milliers de mètres carrés ont été construits par ce mouvement. C'est sans compter sur les nombreux pays qui ont recours à l'autoconstruction de façon tout à fait naturelle aujourd'hui. Les normes de construction françaises font partie des plus exigeantes du monde. Même si la construction s'est globalement complexifiée depuis les années 80, il est impératif de faire la part des choses entre le compliqué et le complexe. Un moteur d'avion est compliqué, comprendre comment sont agencés des spaghettis, c'est complexe. Construire sa maison est possible pour tout le monde à condition de disposer d'une bonne condition physique et de quelques connaissances théoriques et pratiques. La technique de la construction en ossature bois est à la fois bénéfique pour l'environnement, saine pour ses habitants et financièrement abordable. Elle permet de construire des logements mieux isolés, plus durables et souvent plus confortables. Elle est aussi idéale pour l'autoconstruction car elle ne nécessite pas l'utilisation de grues ou d'autres outils lourds. La force de quelques humains suffit dans la plupart des cas. Apprendre à construire sa maison, c'est se lancer à la conquête d'une compétence fondamentale que nous avons égarée quelque part dans notre histoire récente. Dans ce stage de 2 jours, vous allez apprendre à concevoir un mur ossature bois en respectant les normes françaises. Vous allez apprendre à bien acheter votre bois localement en Syrie. Vous allez apprendre comment s'articulent les différents éléments de l'ossature des murs et de la charpente. Vous apprendrez à réaliser une ouverture, porte ou fenêtre. Vous ferez le tour de la quincaillerie à utiliser et du matériel nécessaire pour réaliser les différentes découpes. Vous apprendrez à lire un plan d'exécution et une fiche de débit. Puis vous participerez au montage d'un mur en ossature bois en atelier ou sur chantier. Vous apprendrez à mettre les bois à fleurs, à prendre une mesure fiable, à contrôler l'équerrage ou encore à vous servir d'un fil à plomb. Côté machine, vous allez apprendre à vous servir d'une scie radiale, d'un chlore pneumatique et d'une scie plongeante. Acquérir un nouveau savoir, c'est un petit peu comme disposer d'un pouvoir nouveau, celui de construire des bâtiments, des édifices qui resteront longtemps après vous. C'est vous donner les moyens de concrétiser vos rêves de maison. Nous mettons l'accent sur la convivialité pour que vous puissiez passer un bon moment avec des gens qui, comme vous, sont passionnés par la construction écologique. Alors si vous avez un projet ou simplement envie de passer un bon moment, je vous conseille de cliquer sur « Je réserve » et je vous rappellerai pour pouvoir discuter ensemble de votre projet ou de vos attentes vis-à-vis de ce stage. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.